Bonsoir à tous, bonsoir, c'est Julien. Donc ce soir, on voit ensemble qu'est-ce que l'étude posturale de cyclisme, l'intérêt vraiment de ces études posturales, la différence entre une étude posturale qu'on va faire un peu à l'arrache, donc j'ai envie de dire, on va régler les pédales, la selle, le guidon, etc. Une étude posturale réalisée par un professionnel de santé. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça apporte de la performance? Est-ce que ça apporte du confort? Est-ce que ça apporte les deux? À quel moment il va falloir se poser des questions sur la performance au détriment du confort ou inversement, etc., etc. Donc ce soir, vraiment, je suis ravi de vous retrouver. On va passer un très très bon moment avec Benoît, donc de l'équipe de Winbike, qui va nous partager tout ça. Et ça fait un petit moment, voilà, quoi, avec les vacances, avec tout ça, il n'y a pas eu ces lives, donc ça me manquait vraiment. Je suis vraiment super content de vous retrouver. Laissez passer des pouces, des cœurs, des commentaires, n'hésitez pas. Montrez-nous que vous êtes avec nous. Il commence à y avoir une petite dizaine de personnes. On va attendre gentiment. Benoît, je te souhaite, alors je te remets, hop, le micro. Non, c'est bon. Bienvenue à toi. Salut Julien, salut à tous. Hello, hello. Est-ce que vous nous entendez? Donc, faites passer un pouce, un petit commentaire. Est-ce que vous entendez? Benoît, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Si c'est OK, on va commencer. Donc, comme je vous disais ce soir, cyclisme, étude posturale. On voit de tout et de n'importe quoi. On entend tout et n'importe quoi. L'étude posturale, c'est cher. Pourquoi? Ça les mérite pas, etc., etc. Je vous repartagerai une expérience personnelle ce soir que j'ai eue avec Benoît. En fin de live, restez bien avec nous. Petite nouveauté cette année, en cette fin d'été, en cet été, en cette fin d'été. On sait que c'est compliqué. On sait qu'il y a peu de courses, qu'il n'y a pas de courses. On sait pas trop, etc. Coucou Eric. C'est compliqué. Le plaisir avant tout. C'est compliqué de se positionner. Comment s'entraîner, le coaching, le machin, le truc. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on prépare la saison prochaine? On est déjà en train de penser à la saison prochaine. Et chez Passion Triathlon, du coup, on va mettre en place quelque chose de nouveau. Restez avec nous, on vous en parle juste à la fin. Benoît, encore merci d'avoir accepté de partager tout ça. Donc du coup, étude posturale ce soir. La dernière fois, on avait vu comment se remettre au vélo après le confinement. Ce soir, étude posturale. Tu es spécialisé dans l'étude posturale chez Winbike Jacou à Jacou. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, ben déjà, qu'est-ce que l'étude posturale? On démystifie un petit peu tout ça. Est-ce que c'est je prends mon rapporteur, est-ce que je prends mon mètre et je mesure tout ça? Est-ce qu'il y a des cotes à définir? Voilà. Déjà, voilà, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste et surtout, ben, pourquoi on devrait éventuellement, oui ou non, l'utiliser. Étude posturale, ça veut pouvoir dire plein de choses, un peu dans tous les sens. Comme tu dis, ça peut être, il peut y avoir des a priori. Le but, en fait, c'est tout simple, c'est faire en sorte que le ou la cycliste soit le mieux sur son vélo, soit le plus confort et un max de plaisir et du coup soit le plus efficace possible. Ça prend du temps, il faut faire les choses comme il faut pour que le plaisir soit là et du coup on puisse appuyer comme il faut et se régaler un maximum. Yes. Yes. On est spécialisé sur la longue distance, donc c'est hyper important d'être bien posé sur son vélo. On le sait tous. Si on fait de l'Ironman, on va passer 180 km sur le vélo. Vous imaginez 6, 7, 8, 9 heures des fois hein, pour certains en fonction des courses sur le vélo. Et derrière, il faut pouvoir courir. Donc l'étude posturale, elle va aussi servir à ça. Elle va aussi servir à optimiser votre performance sur le vélo, votre confort sur le vélo, pour que vos muscles fonctionnent de la bonne façon, pour que vous soyez confortable physiquement musculairement parlant pour pouvoir courir derrière. Que ce soit, par exemple, si on va juste faire des sorties à vélo, mais également en triathlon, pouvoir courir. Donc, c'est bien beau de se mettre sur le vélo où on est bien, mais si derrière, vous êtes incapable d'actionner les bons muscles pour la course à pied, votre sortie vélo, votre parcours vélo n'aura pas servi à grand chose. Donc du coup, Benoît, on a eu l'occasion, on va vous partager des vidéos juste après. On fera un partage d'écran, on vous montrera des vidéos, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, etc. Tu nous commenteras ces vidéos. Restez bien avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les dans le chat. On est là pour répondre à vos questions, hein, donc en termes de vélo, en termes d'études posturales ce soir avec Benoît. Donc vraiment, n'hésitez pas, posez-nous toutes vos questions. Donc Benoît, première question, voilà, en étude posturale, nous avec Maxime, on a eu l'occasion de faire une étude posturale chez vous, donc pour régler les nouveaux vélos, au moment de, on va dire, où on a récupéré ces vélos.
On y a passé quasi 2 h 30 chacun. Moi, personnellement, c'est la première fois que ça a été aussi minutieux. Parle-nous un petit peu de l'étude posturale. Quel système tu utilises? On a eu quelqu'un qui m'a commenté un post que j'ai fait, alors avec des questions dans tous les sens. J'avoue, je ne suis pas professionnel. Je peux reprendre le post. Il m'a demandé si c'était bike fitting, machin, etc. Donc, ça serait intéressant de le partager avec lui parce qu'il est professionnel de santé et médical, je pense. Donc, c'est une autre vision. Quel système tu utilises? Comment ça se passe? Donc nous, on travaille au magasin Winbike à Jacou avec le système Ritul. Ritul, c'est quoi? C'est faire en sorte que sur du travail en dynamique, le plus important, c'est vraiment là-dessus. On se fait mal quand on pédale, hein, pas quand on est assis sur une selle à aller acheter une baguette. Hein. Travail en dynamique avec tout ce qui est capteur d'angle au niveau de tout ce qui est articulaire, droite et gauche. Sur home trainer, donc on prend du temps, oui. C'est un peu comme ce qu'on pourrait appeler du motion capture. Donc c'est un petit bonhomme avec un fil de fer, vulgairement. Et on décortique en fonction de tout ce qu'on peut vouloir, en fonction des éventuels gènes, douleurs, besoins. Mais il ne faut pas attendre d'avoir mal pour venir. Ça peut être aussi du préventif, ça peut être du avant gène ou avant douleur, avant blessure. Alors voilà, là, un beau cycliste, un beau triathlète, Julien sur son vélo, sur son futur vélo. Au moment où on récupère. Exactement. Donc vous voyez, on a Benoît qui nous fait l'étude à ce moment-là. On a des capteurs un petit peu de partout. Donc là, on a fait l'étude sur le vélo qu'on récupérait sur le tarmac de chez Specialized, branché sur le home trainer et avec des capteurs de partout. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un petit peu plus à ce moment-là? Donc en fait, on a deux possibilités de faire une étude complète, soit comme en l'occurrence, soit toi là sur ton vélo, donc directement sur le vélo du cycliste ou du triathlète, améliorer le plus possible les 3 points de contact, donc super important, pied. On en parlera juste après de ces 3 points de contact justement. Exactement, améliorer tout ça, faire en sorte qu'on soit le mieux possible et avoir la meilleure position en fonction de toutes ses capacités, en fonction de toutes ses amplitudes tendineuses, musculaires, en fonction de ses gènes ou de tout ce qu'on peut avoir besoin plus tard. Top. Alors moi, ce qui m'a surpris, c'était déjà la petite table qu'on voit derrière. On a passé un petit moment à faire un bilan morphostatique qui est dynamique avant de monter sur le vélo. Donc ça, c'est la première fois qu'on me faisait ça. On a passé du temps à régler les cales, parce j'ai changé de pédale, donc on a pris du temps pour mettre les nouvelles cales en fait sur les chaussures, en fonction des angles, etc., etc. Parle-nous un petit peu du coup. Voilà. Comment ça se passe? Est-ce qu'on monte directement sur le vélo? Non, on ne monte pas directement sur le vélo. C'est une finalité, c'est là où on veut en venir. Mais le but, c'est vraiment comprendre les besoins du cycliste, comprendre les envies, le pourquoi on est venu faire ça, dans quelle optique, dans quel but. Et aussi comprendre comment chacun fonctionne. C'est tout bête, mais on est tous différents, on est tous différentes. On a chacun ses capacités, chacun ses amplitudes, chacun ses problèmes. On n'est pas tous égaux le week-end. On a tous un train de vie différent, on a tous des souplesses, des gènes éventuellement différentes. Donc non, on ne monte pas tout de suite sur le vélo. On comprend et on essaie de comprendre comment fonctionne chaque personne pour aller dans tel ou tel sens. Une chose que j'aime bien dire, moi, c'est qu'une belle position n'est pas toujours une bonne position. Ouais. Donc on va vraiment chercher la petite bête. Et c'est pour ça qu'on prend du temps, qu'on prend 2 heures, 2h30. Voilà. Là, on voit Julien qui est en train d'expliquer tout ce qu'il faut et là où on veut aller, surtout pour un réglage de cale dans ce cas-là. Donc, super, super important. La base de tout, les pieds, les chaussures, donc les semelles éventuelles dans les chaussures, le réglage des cales à l'extérieur pour qu'on soit le mieux possible avec nouvelles ou pas forcément nouvelles chaussures. Hein, ça peut être une base de tout. Le travail sur les pieds. Exactement.
Est-ce que dans les gens présents ce soir, est-ce que vous avez déjà fait une étude posturale? Racontez-nous comment ça s'est passé. Moi, je vais vous donner une petite expérience. La première fois, une des premières fois, on va dire qu'on m'a fait ça. Donc, on m'avait déjà mesuré mon entrejambe en me mettant pour un truc là, clac, en me faisant remonter, donc pour mesurer un petit peu. Après, on m'a posé sur le vélo et en fait, chose que tu n'as pas faite, sorti le fil à plomb, on a mesuré en fait. L'aplomb de la rotule, la personne avait regardé où est-ce que ça tombait au niveau de l'avant-pied, etc., etc. Donc j'ai pas trop compris. J'ai roulé là-dessus et en fait j'avais toujours des douleurs de dos, j'avais toujours des douleurs lombaires, j'avais toujours des douleurs cervicales. Et du coup au bout d'un moment c'est quand même un peu enquiquinant et je me suis aperçu que tu faisais absolument pas ça pendant ton étude quoi. Non, du tout. En fait, c'est une façon de voir les choses. Moi, j'aime à dire c'est super empirique. C'est un départ, mais un départ, c'est pas forcément parfait à la fin. Ce type d'étude, hein, c'est vraiment ce qu'on appelle la mesure de segment. On va mesurer un tibia, un péroné, un fémur ou quoi que ce soit. On met ça dans une machine plus ou moins intelligente et qui sort une position X. Non, nous, on va pas du tout prendre de mesure de segment, pas d'entrejambe. Et on va vraiment prendre les capacités de chacun par rapport à des mesures plutôt d'angle et des choses réalisables plutôt que une entrejambe. Il y a tellement de cas où on voit des mesures entrejambes qui sont bonnes, mais voilà, qui ne prennent pas forcément en compte un appui au niveau du pied, un appui au niveau de la selle, une amplitude éventuellement au niveau des genoux ou des chevilles. Plein de choses, des capacités au niveau des ischio-jambiers, plus ou moins souples, plus ou moins raides. Des choses qui vont faire qu'on va aller peut-être possiblement à l'opposé d'une mesure entre-jambes, qui est une base, mais pas forcément toujours la meilleure. C'est clair. On voit sur la vidéo, du coup, alors attendez, je vais passer sur l'écran là. Hop, je vais enlever ça. Non, vous pouvez pas. Alors, vous voyez avec la petite souris, il y a une caméra sur le côté. Voilà, qui est juste là. Et on voit la retranscription sur la télé. Donc, la première partie de l'étude se fait de dos pour pas qu'on puisse voir et qu'on puisse être tenté de regarder et de modifier par sa vision qu'on voit en fait sur la caméra et qu'on soit pas tenté de modifier en fait sa posture. Donc, on est vraiment sur, on va dire, une façon de pédaler qui soit la plus naturelle par rapport à ce qu'on sait faire. Ok. Et du coup, après, une fois que tu as tout calé, tu retournes la plateforme. Et du coup, à ce moment-là, on est capable de se voir et de voir justement de face, de côté, etc. pour voir les modifications en fonction des modifs que tu as pu faire sur le vélo. On peut voir biomécaniquement parlant l'influence au niveau de la selle, au niveau des pédales, au niveau de peu importe, le cintre, etc. On voit l'influence au niveau des articulations, que ce soit au niveau du dos, que ce soit au niveau des hanches, etc. etc. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, qui j'ai trouvé hyper intéressant parce que du coup, à un moment donné, on a fait un réglage de hauteur de selle, mais on voyait complètement que les genoux partaient vers l'extérieur ou pas. Ou qu'en position aéro, pareil, il n'y avait plus d'amplitude au niveau des hanches. Et du coup, j'étais embuté, ça demandait au corps de s'adapter. Mais du coup, qui dit ça, qui dit déviation, dit possibilité de créer une blessure plus tard. Exactement. On travaille, on voit là, tu es sur un podium, donc qui tourne à 360 degrés. Et comme tu disais, dans un premier temps, on travaille donc sur l'autre côté, sur le côté droit. Tout simplement pourquoi? Parce que pour pas que le cycliste ou le triathlète puisse se voir. Quand on se voit, c'est humain. Quand on se voit, on se corrige. Quel qu'on soit, on a toujours l'œil sur le petit détail. En plus, si on en parle, on l'exagère. C'est vraiment ce que l'on veut pas. On travaille vraiment sur un côté, puis sur l'autre, donc vraiment sur de la symétrie éventuelle. Pas toujours, parce que monsieur ou madame parfait avec deux jambes pile poil de la même longueur, des genoux qui ont les mêmes amplitudes, des chevilles qui ont les mêmes amplitudes, ça n'existe pas. Et effectivement, on va travailler sur ces 3 points, pied, selle, cintre, en faisant en sorte qu'on soit le mieux possible. Pas forcément toujours parfait à 200%, parce que le parfait peut être aussi l'ennemi du bien, comme tu l'as dit. Et si on monte trop, on peut tirer sur les ischios, envoyer le genou à droite à gauche. Si on est trop bas, on peut s'engorger au niveau des quadris et pas forcément être le plus efficace non plus. Mais voilà, on va toujours bosser dans le même sens. Le plus important, le confort, puis le plaisir. Et à la fin, quand les deux sont réunis, la perf viendra tout de suite. Ouais, on n'est pas là forcément pour parler que de performance. On va pas gagner 2 watts ou 3 watts. Enfin,
on va pas gagner plutôt de 100 watts en faisant une étude posturale. Tu parles depuis tout à l'heure de ces 3 points d'appui. Qu'est-ce que les 3 points d'appui? Est-ce que c'est les 3 choses sur lesquelles il faut vraiment se reposer, se focus quand on fait une étude posturale? Est-ce que c'est vraiment là-dessus? Voilà. Quels sont les points d'appui? Dans quelle priorité, dans quel ordre de priorité tu vas les placer? Et comment ça fonctionne? Les 3 points d'appui, super important. Et si on peut donner un ordre même, je dirais la selle, les pieds, puis le poste de pilotage. Mais après, ça va dépendre aussi pour l'ordre des priorités de chacun. Mais on va travailler toujours sur ces 3 points en mettant le plus possible le doigt sur ce qui va être sur ces 3 points. Donc les pieds, les chaussures, les cales, l'assise, la selle, donc une forme, une largeur, mais aussi un réglage. Puis après, tout le travail sur le poste de pilotage. Pour que si on peut dire, pour que toutes les contraintes qu'on puisse avoir ne soient pas sur nous, mais justement sur les contacts, sur ces 3 points-là. Une contrainte, c'est éventuellement un frein, ça peut être une douleur ou une blessure. Si c'est sur nous, c'est un frein. Si c'est sur le vélo, il ne nous dira pas j'ai mal. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Je vais vous partager une petite histoire pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire. Je l'ai déjà racontée. Alors, du coup, on la balance sur Internet. Hein, je la balance en live, il n'y a aucun souci. En 2018, l'été 2018, je prépare l'Embrunman. Et du coup, j'accentue un peu les bornes à vélo, forcément. On arrive en juillet, il fait chaud. Et malheureusement, je pense qu'à certains hommes, ça est peut-être déjà arrivé, j'ai commencé à me choper des kystes dans une région qui n'est pas très agréable. Et cette région, elle correspond forcément à l'appui au niveau des... elle correspond à l'appui au niveau de la selle. Et pourtant, j'avais une selle sur laquelle je me sentais bien. Je me suis toujours senti bien. J'ai mis ça sur le fait qu'en fait, c'était dû à trop de kilomètres, peut-être le chaud, l'été, etc. Et visiblement, l'hiver qui a suivi, j'ai continué à en avoir un peu moins parce que je passais moins de temps sur la selle. Et l'année dernière, pour préparer le Northman, ça a recommencé. La première chose que je t'ai dite quand on est arrivé à faire une étude posturale, c'était ça. À un moment donné, on va appeler un chat un chat, et un chien un chien. Je veux dire, on est là pour envers un professionnel, donc il faut quand même lui donner nos problèmes. Hein. Si on y va et on dit non, tout va bien, ça sert pas à grand chose. Et du coup, je t'ai parlé de ça. Le premier truc que tu m'as dit, c'est quoi? La selle peut-être ne correspond pas. Possible. Alors, putain, des selles, les gars, j'en ai essayé au moins une vingtaine. Je ne sais pas si vous avez tous eu ce problème. Quand vous vous dites, je vais essayer une selle, vous ne trouvez pas une selle qui vous convient. Vous piquez la selle de tous les copains, vous les essayez, vous les essayez, vous les essayez, et il n'y a pas une selle qui vous va. Et à un moment donné, je suis tombé sur une selle, je me suis dit, putain, je suis trop bien dessus, quoi. Et là, Benoît m'annonce qu'en fait, ça fait 2 ans que je roule avec une selle qui ne me va pas. Et là, du coup, dégoûté. La selle, c'est super compliqué, c'est super important. Et surtout, c'est super personnel. On est tous différents. On peut être une bande de 10 potes à rouler tous les week-ends ensemble. Il se peut qu'il y ait 10 selles différentes. Alors, peut-être pas 10 fois le même modèle, mais différentes largeurs, différentes formes, différentes façons de la régler, pardon. On peut en parler à un moment, mais des selles, c'est vraiment primordial. T'en parlais toi, ça peut être une vraie cata sur 180 bornes. Hein. C'est peut-être une vraie galère. Et voilà, des kystes, des gènes, des douleurs, des blessures. Il y a des endroits où il faut moins en avoir que d'autres. La selle, c'est vraiment, ça peut être compliqué. Ah non, c'est sûr. Ouais. Du coup, les selles, on a souvent la problématique avec les femmes, aussi beaucoup avec les filles. Je ne sais pas c'est quoi le bruit, mais il y a un truc autour de toi. Ah, je t'ai pas vu. Il y a plein de petits bruits. Non, t'es sur le téléphone? Là, je t'entends. Ouais. Bien, enfin mieux, mais ça fait des bruits bizarres. Ouais, ça fait des bruits bizarres. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Donc, on disait, oui, au niveau donc des selles chez les femmes, chez les hommes, comment est-ce que tu vas déterminer justement quelle selle il va falloir à l'athlète? Il y a plusieurs choses très importantes pour voir une selle, pour tester, envisager une selle. La première, la plus importante, ça va être la largeur entre ce qu'on appelle les tuberosités sciatiques. Donc, qu'est-ce que c'est que ces deux bêtes? C'est les deux points d'appui que l'on va voir au niveau de la selle. Donc, c'est les deux os durs qu'on a au niveau de l'assise, où il faut justement mesurer cette largeur entre ces deux points.
Et super important parce qu'il n'y a strictement aucune règle de taille, de poids, de corpulence, de couleur et je dirais même de sexe. Une dame peut avoir une même largeur de selle qu'un homme ou même à l'inverse, un homme peut avoir une largeur plus importante qu'une dame. Il n'y a strictement aucune règle là-dessus. Donc ça, c'est vraiment primordial de le mesurer parce que sinon, on se trompe très très souvent et on a souvent des selles trop fines. Selles trop fines égale vulgairement mal au cul. Donc super important, c'est vraiment le premier point, celui dont on se trompe très souvent. Donc, du coup, tu as un outil de mesure qui te permet de déterminer déjà la largeur des tubérosités sciatiques. Exactement, on fait tout simplement asseoir le cycliste ou la cycliste sur un capteur de pression. On va schématiser une position parce que ça c'est le deuxième point le plus important, la position sur le vélo. Le vététiste aura peut-être une largeur de selle X et le lendemain, s'il fait de la route, il peut avoir une même selle mais une largeur différente. La position influence aussi le réglage, mais surtout aussi la largeur de la selle. Ouais. Tout à fait. Ok. Donc moi à ce moment-là, tu m'as dit non, on va partir sur telle selle. J'ai regardé la selle, je me suis dit oh là 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 là, ça va être compliqué. Et du coup, tu m'expliquais que le rebord en fait au niveau du périnée était peut-être un petit peu trop plat, donc du coup ça avait tendance à frotter. Et du coup, je suis parti sur une selle qui cassait un petit peu plus, où il y avait moins semé plat et du coup moins de frottement au niveau de la selle. C'est ça? Tout à fait, on a choisi une largeur qui te correspondait. Donc cette largeur X par rapport à ton assise, à ta largeur entre tes ischions. Et on a regardé aussi une chose dont on n'a pas encore parlé, ça va être l'éventuelle rotation, l'antéversion éventuelle au niveau du bassin. Pour choisir une selle, pour toi, pas forcément pour tout le monde, mais un petit peu plus incurvée, pour justement caler un peu plus ton bassin, d'avant en arrière, mais aussi, comme tu viens de dire, un peu plus arqué sur les côtés, pour que la cuisse puisse frotter un peu moins, pour qu'on puisse passer sur cette position propre au triathlète un peu plus en avant, un peu plus avancé, un peu plus écrasé sur l'avant du vélo, et ne pas se créer de gêne, de frottement et du coup de douleur sur du long, sur du court, mais aussi sur du long. Ouais. Je te demande un peu dans le chat, ils sont un peu morts là ce soir, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toujours là ou pas? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous connaissiez un petit peu toutes ces morphologies au niveau de la selle? Ils viennent nous donner une explication, même sur une selle, une incurvation de selle pour une forme de bassin, parce que je ne connaissais pas. Donc on a mis cette selle, on est monté sur le vélo et alors tout de suite c'est vrai que c'est particulier parce que forcément selle neuve, un peu plus dure, une morphologie de selle que j'avais pas l'habitude, donc je t'ai dit tout de suite voilà là non ça va pas le faire. Et au final je suis quand même parti rouler le lendemain ou 2 jours après et c'était peut-être la première fois en fait que depuis longtemps que j'avais pas de douleur, j'avais pas trop ces kystes etc. Enfin en tout cas, ça appuyait moins. Et je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que pendant le confinement, j'ai dû reprendre mon ancien vélo pour rouler sur home trainer. Et du coup, avec l'ancienne selle, et vu que j'ai pas voulu modifier tous les réglages que tu avais fait sur la selle, je me suis dit, vas-y, prends l'ancien vélo, quoi. Garde l'ancienne selle. Et les kystes sont revenus alors que je roulais 1 heure ou 1 heure et demie, c'était un carnage, quoi. Donc, très content, en tout cas, de revenir là-dessus. Tout à l'heure, je vous disais en début de live, que du coup, l'étude posturale pour le confort, il y a de tout et n'importe quoi. On voit de tous les prix d'une étude posturale qui va de 50 € à des études posturales qui vont à 500 €. Personnellement, si aujourd'hui je devais refaire quelque chose, mais c'est un investissement que vous imaginez même pas. Si la séance devait durer que 5 minutes pour le conseil sur la selle, mais je le prends mais direct parce que vous imaginez les douleurs que ça peut produire et du coup l'arrêt entre guillemets des séances de vélo à cause de ça, mais ça les vaut largement en fait. Donc c'est même pas une dépense au final. Au-delà du fait qu'on y a passé 2 heures et demie pour optimiser les réglages de tout, hein, il va nous parler des 2 autres points d'appui juste après, Benoît, mais on a vraiment cette selle, moi ça m'a bluffé quoi. Ça a duré 2 secondes, il m'a tendu une selle, je me suis dit, wow, c'est trop facile. Et en fait, non. Et c'est ça que j'apprécie, c'est le conseil du professionnel où ça a juste pris 2 secondes et tu as vraiment su lire directement la problématique que j'avais et résoudre cette problématique. Ça faisait 1 an et demi, quasiment 2 ans que j'avais et je pensais pas que ça pouvait venir de ça alors que j'étais super bien sur cette selle à la base, quoi.
Alors, Donc ça, ça prend un petit peu plus que 2 secondes. enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Hein. Tu m'as sorti une selle, je me dis, ah ouais, ah bon, d'accord. Ouais, mais après, c'est tout un échange Bien sûr. justement entre moi et toi D'où le, éventuellement. d'où le bilan de départ avant de monter Voilà. sur le vélo. Dans le bilan, on regarde tout ça, on discute de tout ça, on voit tout ça, on regarde toutes ces caractéristiques. Et chose super importante aussi, ce qu'on peut faire, parce qu'une selle, c'est super personnel, et nous, on part du principe qu'il faut l'essayer, c'est que des selles, on en fait essayer dans différentes largeurs, différentes formes, différents réglages. Et pour ne pas avoir, comme on peut des fois entendre, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, j'ai mis autant d'argent et j'ai pas trouvé celle qu'il me faut. Une selle qui va bien n'est pas forcément une selle chère, mais c'est une selle qui correspond à la personne. Il faut que ça soit dans ce sens-là. Si c'est nous qui allons vers la selle, ça ne marche pas. Si c'est la selle qui vient vers nous, en fonction de nos capacités et de nos besoins, et bien là, on aura mis le doigt dessus tout de suite. D'où ton expérience qui est ultra parlante, je trouve. Ouais. Top. Ah, exactement. Top. Du coup, deuxième point d'appui important, c'est quoi? Les pieds. Parle-nous de tout ça. Alors, les pieds, contact, pédale, j'imagine. Les pieds, un contact complet, mais on va dire on pourrait le régler de plusieurs façons. Les pieds, super important, on n'y pense pas assez. On achète un super vélo et on a des vieilles chaussures qui traînent depuis 10 ans au garage. Les chaussures, c'est ultra, ultra important, hein. Pas que en course à pied, mais en vélo avant tout. Pour plein de choses, on pense que à la transmission d'énergie, mais il faut penser avant tout au maintien et à la stabilité du pied. Donc, que ce soit avant-pied, voûte plantaire ou talon. Et puis surtout les cales. Bien souvent, on voit des cales qui sont plus que rôties. Une cale, ça se règle bien, ça change quand c'est fatigué. Mais voilà, chaussures plus pédales, c'est un ensemble ultra, ultra important. On parlait de la selle, on peut parler aussi des pieds, ça va ensemble. On pédale avec ses jambes. Hein. La jambe, c'est un piston. Si le piston n'est pas bien maintenu, si les chaussures ne sont pas en bon état et bien réglées, ça ne marchera pas comme il faut. Donc les chaussures, ultra, ultra important aussi. Yes. Au niveau de la pédale, sur les groupes de triathlon un peu partout sur le net, on voit beaucoup de questions sur quelle pédale vous utilisez, machin, etc., etc. Alors, je sais que c'est toujours personnalisé, ça dépend de chacun, mais est-ce que tu as un conseil à donner à nos auditeurs qui nous écoutent justement, ou justement, posez-nous vos questions, n'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions, donc posez vos questions, vraiment. Eric, il nous dit, sujet très intéressant. Et oui, et Isabelle, il faut le faire, l'étude posturale, c'est top, je confirme. Est-ce que tu as un conseil à donner pour le choix d'une pédale? Comment on va pouvoir choisir la pédale? Est-ce qu'on peut juste demander aux copains ce qu'ils utilisent et ensuite on va la régler on essaie de la régler correctement? Est-ce que il y a un choix de pédale en fonction de la morphologie, en fonction de la distance peut-être qu'on fait? Est-ce que ça va influencer? Dis-nous ton avis. Le choix de la pédale, oui, il peut être personnel. Il est clairement personnel. Il y a X marques aujourd'hui sur le marché. Le fonctionnement est quand même relativement proche chez chacun. Si on pouvait mettre vraiment un conseil, ça serait de choisir une pédale simple, fiable avant tout, facile à régler parce qu'on peut voir des choses des fois un peu compliquées. Il y a 3-4 marques un peu leaders sur le marché, sans en citer une, mais le plus important, c'est vraiment quelque chose qui tienne la route, hein, et ça va pas forcément, c'est pas la pédale en elle-même qui est le plus important, mais vraiment la cale, la façon dont on la règle, et de pas garder une paire de cales 40 000 km parce que ça s'use comme tout. D'accord. Si les gens veulent éventuellement régler un petit peu les cales tout seuls, quels sont les points à faire attention? Le plus important, et des fois là où on se trompe le plus, on part souvent, après on va rentrer dans les choses un peu techniques, mais les cales sont beaucoup trop souvent mises à fond en avant sous la chaussure. Moi, j'aime comparer deux choses, ce qu'on peut appeler un réglage mécanique ou un réglage biomécanique. Le réglage mécanique, c'est on la colle à fond devant et on se dit j'ai un bras de vie important, comme quand je prends une clé pour démonter mes pédales, justement. Une grande clé, il y a plus de puissance, c'est vrai. Mais quand on a plus de puissance, au bout de la clé, il y a une tension qui est dingue. Et la tension sur votre clé, entre guillemets, donc sur vos pieds, c'est à toute la partie postérieure de la jambe, donc le tendon d'Achille, les jumeaux. Si on tire trop,
on se fait mal. Donc Ouais. souvent, bien souvent, même 4 fois sur 5, on met une cale aujourd'hui beaucoup plus en arrière sous le pied, on homogénise un peu l'appui sous la chaussure. Et il y a plein de petites choses, mais on a une meilleure irrigation au niveau du pied, on a plus de puissance à la longue, et surtout on a un confort qui est beaucoup, beaucoup plus important. Ah, bien sûr. C'est vrai qu'on va ressentir au niveau de la cale, donc sous le pied, pareil, là au niveau de la main, vous avez les métacarpes, vous avez pareil sous le pied les métatarses. Donc si on met le pied Exact. un peu comme ça, vous avez vos orteils, vous avez les têtes de métatarses. Là, vous avez de l'appui. On est sur des segments, on peut prendre appui. Si vous appuyez là, regardez ce qui se passe quand on appuie. Ça va tendance à s'enfoncer. Ça met en tension toute la ponévrose plantaire. Ça met en tension tout votre système de chaîne postérieure. Donc carré plantaire, toute la ponévrose plantaire, le tendon d'Achille, les jumeaux, le solaire, enfin bref, vous avez vraiment toute la chaîne postérieure qui prend. La chaîne postérieure, elle se termine pas au niveau du genou, hein. Derrière, vous avez les ischios, les fessiers et tout le dos jusqu'au niveau des cervicales, jusqu'au niveau du crâne. Donc une chaîne postérieure, c'est vraiment, vraiment important. On l'utilise énormément. Donc faites attention à ça. Donc merci du conseil. C'est vrai qu'on avait tendance avant à la mettre là. On se dit, ouais, c'est bon, j'appuie et tout. Et au final, moi, je me sens mieux avec la cale sous la tête des méta, à peu près, quoi. On avait surtout tendance, comme beaucoup, un réglage un petit peu à l'ancienne, à la mettre vraiment, comme tu parlais de l'axe au niveau des métas, pile sous l'articulation du premier. Mais Ouais. sauf que sous l'articulation du premier, on a 2 toutes petites pointes osseuses, qu'on Sésamoïde. appelle les sésamoïdes. Et quand on appuie vraiment dessus, ce qui se passe, c'est que sur tout l'avant du pied, on n'a plus de sang qui passe, on n'a plus d'irrigation. C'est la même chose que quand on vient se pincer le canal carpien. On a des fourmis dans les doigts. La même chose au niveau des pieds, on a des fourmis dans les orteils, on a les pieds qui brûlent, les pieds qui chauffent, on a froid à l'hiver, on a les pieds brûlants l'été. Et on se dit, on est obligé de défaire les chaussures, c'est pas normal. Bah, tu vois, ça, je vais penser, parce que j'ai un collègue avec qui je roule souvent qui me dit toujours qu'il a des problèmes de circulation, soi-disant l'été, que du coup, il est obligé limite de desserrer tout le temps. Ça peut venir Exact. peut-être de ça. Donc, en tout cas, c'est un paramètre à faire attention. Donc, ça, c'est intéressant. On a Eric qui nous demande, est-ce que du coup, il suppose qu'on peut également calquer tous ces conseils sur le VTT? On peut calquer tous ces conseils, les 2 choses qu'on vient de parler, la selle et les pédales, que ce soit route, triathlon, contre-la-montre, VTT, cross-country, enduro ou autre, exactement, c'est strictement la même chose. On les calque en VTT. Yes. D'ailleurs, Eric qui nous dit, Benoît me fait prendre conscience de la différence entre la pratique loisir et une pratique plus intense avec des objectifs plus élevés en termes de distance. Convaincu de l'importance de ce type d'études, merci. Alors Eric, je sais pas ce que tu en penses, Benoît, mais j'ai envie de dire que même la pratique loisir, c'est pas parce que tu as éventuellement des objectifs un peu plus longue distance, donc plus un peu aller te challenger, performer en fonction de tes capacités à toi. Tout pareil, hein. On avait évoqué le terme avec une athlète de performer, c'est performer par rapport à soi, par rapport au chrono qu'on est capable de réaliser. Ça fait jamais plaisir à quelqu'un de réaliser des performances chrono moins bien que les années précédentes, hein. Donc on performe par rapport à nous-mêmes. Mais quand tu nous dis finalement pratique loisir, c'est aussi important parce que la pratique loisir, il y a énormément d'athlètes qui vont juste pratiquer pour le loisir, même sur des petites sorties, mais qui sont capables de se faire mal. Je vais vous donner l'exemple d'un patient que j'ai actuellement, que je vois là depuis 10 jours. Il s'est mis à courir pendant le confinement. Et en fait, il s'est mis à courir 5 km, 10 km, et il court à des allures douces, etc. Et il s'est mis l'objectif de faire un semi-marathon avec les copains au mois de septembre, à Montpellier. Et un jour, là, il y a 3 semaines, il décide de « Oh bah allez, je vais aller faire 21 km en entraînement pour voir ce que ça fait. » Et il a mis 2h30, résultat, tendinite de la ponérose plantaire, tendinite du fascia plantaire, insertion tibiale postérieure, etc. Donc, je lui fais comprendre, il me dit « Ouais, mais j'ai couru doucement. » Mais c'est pas de courir doucement. Ouais, mais je débute. Oui, mais c'est pas ça le problème. C'est que ton système, il a pas l'habitude. Le système ostéo-articulaire et musculaire, il a pas l'habitude. Il est passé de 1h, 1h10 à 2h30 d'un coup. Et c'est pas parce qu'on court doucement. Et au contraire, plus on court doucement, plus c'est difficile. Parce qu'on passe du temps au sol. On a fait une analyse posturale en course à pied avec lui vendredi. Incroyable. Il court à une cadence de 140. Donc c'est très faible. Donc du coup, il passe du temps au sol, ça lui demande d'amortir, de repousser, enfin c'est difficile. Donc on a juste augmenté la cadence, là, on l'a fait passer à 170, et il rebondit, il me dit putain, je sens pas du tout la même chose, quoi. Donc pratique loisir et pratique plus intense, oui, mais au final, non, c'est valable pour tout le monde. Le principe, c'est justement le confort avant tout. Si vous perdez de confort, que ce soit sur votre vélo, en course à pied, peu importe, bah, vous allez plus pratiquer parce que ça vous fait plus plaisir d'y aller, quoi.
Exactement. L'étude, elle n'est pas là que pour les champions du monde, que pour les champions du quartier. L'étude, elle est là pour tout le monde, pour tout niveau, pour tout sexe, pour toute pratique, qu'on soit néophyte, premier VTT ou premier route, ou celui qui en a fait depuis 30 ans sur le même produit. C'est pas fait que pour gagner des courses, c'est aussi fait, comme tu dis, pour se faire des petits challenges perso ou même prendre plaisir sur son vélo. Sûr. On parlait tout à l'heure, tu parlais de douleurs musculaires. Il y a des douleurs normales dues à un effort, mais ce que l'on ne veut pas ressentir, c'est vraiment des problèmes dus justement à une mauvaise position, à un mauvais contact entre nous et notre matériel. Le but, c'est vraiment le plaisir avant tout, que la personne qui fasse aucune perf, qui soit aligne à aucun départ, ou celui qui va vraiment courir tout le week-end. C'est aussi très bien pour une personne qui s'y met et qui veut ne pas avoir ses soucis vraiment sur du prévenir plutôt que du guérir. C'est pas fait que pour des champions qui passent à la télé tout le week-end. Clairement. C'est clair. Allez, on va passer au troisième, le poste de pilotage. Raconte-nous un petit peu. Donc, on a de tout, un triathlon, pas triathlon, donc du coup, prolongateur, pas prolongateur, appui au niveau du cintre. Comment on va régler ça? Quels sont les points à faire attention et comment on fait tout ça? Le poste de pilotage, c'est justement le point que moi je vois en dernier, quand les deux premiers sont vraiment finalisés, parce que c'est celui qui va avoir le plus d'incidence en fonction de la pratique que l'on va avoir. Tu parles de triathlon, mais on peut parler de VTT, comme parlait peut-être Eric. Chaque pratique aura son poste de pilotage, des prolongateurs, un cintre route, un cintre plat, un cintre relevé, des formes de cintre différentes, des hauteurs, des largeurs, des potences différentes. Le but, quand on s'assoit sur sa selle, on tombe, naturellement, on est au fond, presque comme sur son canapé, mais dans sa position cycliste, pédalage. Le poste du pilotage, ça va être un petit peu la même chose, si on peut exagérer. On tombe sur l'avant du vélo, on force pas, on se gaine pas, on n'essaye pas de se tenir à une position que l'on va pas accepter pour et, du coup se flinguer les cervicales ou se flinguer les trapèzes pendant 3, 4, 5 heures. On règle ça le plus naturel possible, le plus confort possible en fonction de chacun, de chaque discipline. On parlait de triathlon, on n'aura pas le même poste de pilotage sur un M ou sur un XL. Une personne qui débute n'aura pas la même hauteur peut-être de poste de pilotage que celui qui veut faire des 200 bornes le week-end. Pareil, on personnalise vraiment tout et le poste de pilotage en fait aussi partie. Yes. On voit souvent les potences. Moi, c'est vrai que du coup, on a réduit la taille de la potence. Je me sentais un peu loin, etc. Donc, on est capable du coup, vous êtes capable du coup de modifier la taille des matériaux qui sont sur le vélo, donc et de pouvoir repartir avec un vélo qui est quand même optimisé pour notre morphologie et vraiment notre constitution. Ouais, je suis tout à fait d'accord. La chose souvent que l'on voit, c'est quand on achète un vélo, dans n'importe quel point, voilà, on monte dessus, on met une paire de pédales, on fait une hauteur de selle approximative et on part rouler. Et on dit, tiens, je vais m'habituer, ça va passer. On va le faire vraiment à l'envers, on va partir dans l'autre sens, on va dire non, c'est le vélo qui vient vers soi et quitte à changer une selle tout de suite, quitte à changer une potence tout de suite. Bien sûr. Aujourd'hui, beaucoup de personnes investissent des prix astronomiques dans des très très beaux vélos, mais ça sert à rien d'avoir le meilleur vélo du monde hein, s'il est mal réglé, s'il est ne serait-ce que 10 mm trop long, 10 mm trop haut. Ça peut flinguer une sortie, ça peut flinguer une saison. Et ça peut être une torture en exagérant. Exactement. Je vais vous partager une autre vidéo. Donc, tout à l'heure, on parlait, donc on a vu l'étude avec les capteurs donc, sur mon vélo. Cette fois-ci, Maxime fait une étude sur un espèce de truc qui ne ressemble pas du tout à un vélo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept? Alors là, je le vois pas, mais je l'imagine. Tu le vois pas non. À l'écran? Non, c'est noir. Ah bon? Alors attends. Hop. Tu le vois? Non plus. Ah. C'est Maxime sur le ventage? Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Tu voyais les vidéos tout à l'heure? Je voyais les vidéos, là, c'est tout noir. À part nos deux têtes à gauche. Bon.
Alors, moi, je le vois. Est-ce que sur le live, vous le voyez également? Il n'y a que mon écran. Je vais voir sur Facebook une petite seconde. Hop, hop. Si, c'est bon, on le voit, il est en ligne. Ok, Bon, on du le coup, voit. on a Maxime qui est posé là sur, je te décris, voilà, il est posé sur le guidon un peu en mode prolongateur, mais voilà, il est sur le système, ouais, ça fonctionne. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que cette bicyclette sortie de nulle part? Voilà, donc cette machine de torture, c'est un appareil, c'est un vélo virtuel, c'est donc ce qu'on appelle de chez Ritul un Miu VSL. Cet appareil permet en magasin de schématiser n'importe quel vélo, n'importe quelle marque, n'importe quelle taille de vélo et de réaliser tout ce qu'on veut. Avec Maxime, ce qu'on a voulu faire, c'est faire différemment un petit peu de ton cas, donc de Julien. C'est vraiment de partir de son tarmac en virtuel, avec ce qu'on appelle son reach et son stack, donc ses tailles de base, mais vraiment en travaillant au millimètre près sur une hauteur, sur un recul de selle, sur une hauteur de poste de pilotage, sur une longueur. Donc on peut vraiment, même si on n'a pas le produit ou si le client hésite entre deux marques, entre deux modèles, on peut toujours tout faire tant qu'on a les cotes du vélo et qu'on travaille, c'est pas ce que je vais dire, mais dans du réalisable. Aujourd'hui, une marque X ou Y, un Specialized ne fait pas de sur-mesure, donc on va mettre un produit de base dessus et on va pouvoir personnaliser vraiment la chose. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut le faire tout en pédalant. On n'a pas besoin de s'arrêter, on n'a pas besoin de lever les fesses, on n'a pas besoin de changer une potence, donc de perdre 5-10 minutes à chaque fois. On peut tout faire de suite et on peut faire ressentir vraiment cette différence pendant le pédalage. Donc, chose qui est aussi très, très intéressante. J'essaie de trouver un passage, moi je le trouve pas sur la vidéo. Vous voyez en fait, hop, je vais vous montrer avec la souris, vous avez des espèces de roulettes ici qui vont vous permettre donc à l'arrière de la selle de régler la hauteur de la selle, de régler l'avancée ou le recul du chariot également. Vous avez devant des petites manivelles, donc vous tournez dans un sens ou dans un autre sens qui va permettre de monter en fait la hauteur du guidon, d'avancer ou de reculer également le guidon pour simuler une augmentation ou une diminution de la longueur de la potence, voire également de l'inclinaison de la potence pour pouvoir avoir le réglage du système. Donc ça, c'est hyper intéressant. Moi, à la base, j'avais compris une chose avec ce système, et en fait, c'est Seb la semaine dernière qui me disait qu'en fait, non, pas du tout. Je pensais qu'en fait, on pouvait faire une étude là-dessus, et tu étais capable de nous dire quel cadre il fallait qu'on prenne, mais par exemple, chez telle ou telle marque. Et il me disait, non, pour pouvoir le mettre, on a besoin de savoir quand même sur quelle cote on va pouvoir on va le placer en fait. On peut pas faire les réglages et ensuite aller voir un truc et dire ok bah tu vas prendre un trek, ok tu vas prendre un spi, etc., etc. Du coup il faut quand même avoir une base. Éventuellement c'était si on hésite entre deux vélos ou si on hésite entre et on connaît les cotes et ou si on hésite entre deux tailles, ça permet avant d'acheter le vélo de monter là-dessus, de faire l'étude posturale, de simuler en fait ces taille de cadre ou ses morphologies de cadre et de prendre celui sur lequel on sera le plus confortable, c'est ça? Exactement. Alors on peut faire partir d'aucune base, entre guillemets, de zéro et faire comme on faisait il y a X années, faire vraiment du sur-mesure, chose que j'ai déjà eu faite. Mais aujourd'hui, les marques ne proposent plus ce genre enfin, ne proposent pas vraiment ce genre de service. Dire je veux X ou Y, à part des petits artisans, ça se fait quasiment plus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on part d'une base existante, même si on n'a pas le produit, donc on peut le schématiser, le mettre en place en magasin. Parce que le piège, en fait, c'est vraiment de travailler dans du concret. Si on sort une valeur X, mais qui n'existe pas, qui est entre deux tailles, on va toujours faire du bricolage, et c'est vraiment le terme que l'on veut pas, le bricolage, parce que ça ne marche pas, on veut vraiment être le plus pro possible. Donc même si c'est pour un vélo que je n'ai pas en magasin, une marque que je n'ai pas, je vais aller trouver les cotes du vélo, parce qu'aujourd'hui, il y a des cotes qui sont universelles. Les longueurs ne sont pas universelles, les hauteurs ne sont pas universelles, mais on parle toujours de deux autres cotes qui sont là depuis une paire d'années. Donc reach et stack, donc hauteur et longueur par rapport au boîtier de pédalier et au jeu de direction. Et avec ça, on peut programmer, on peut régler n'importe quelle marque, n'importe quel modèle, route, VTT, triathlon, chrono. Et on peut réaliser n'importe quelle étude sur n'importe quel vélo. C'est tout à fait faisable. Génial.
Donc vraiment l'intérêt c'est ça. Donc si vous hésitez éventuellement entre deux tailles, si vous hésitez entre deux vélos, etc., on peut faire vraiment, enfin Benoît peut réaliser cette étude et du coup vous orienter sur le choix en fait que vous voulez faire. L'avantage c'est vraiment, on va pas se tromper. Après, moi je vais quand même vous conseiller, c'est de dire, ok, vous avez essayé le vélo, par exemple, vous voulez acheter un vélo neuf ou un vélo, on va dire plutôt d'occasion. Vous avez essayé le vélo, vous vous sentez bien dessus. Mais après, du coup, il faut quand même aller le régler et l'optimiser à vous-même. Donc, partez quand même de vos sensations, sachant qu'après, on peut tout moduler. Mais on ne doit pas s'adapter au vélo, d'accord? Encore une fois, c'est pas, ouais, non, mais là, je sens qu'il y a un petit truc, mais bon, je vais m'y faire. Non. Le je vais m'y faire, ça termine, mais à 95%, ça termine à la blessure. Donc, c'est pas ce qu'on veut. C'est vraiment, vraiment pas ce qu'on l'on veut. Donc, génial. Donc, vraiment, ce type d'étude. Et du coup, à la fin, j'ai vu sur ce système que tu avais pris les cotes avec un petit ustensile et du coup tu pouvais enregistrer les cotes dans notre fichier et que, du coup d'une année à l'autre on peut si on change de vélo reprendre les mêmes cotes et pouvoir du coup repartir avec notre nouveau vélo qui est déjà réglé quoi. Alors exactement, donc en fin d'étude, quand vraiment on a déterminé tout ce qui va, tout ce qui est bon, si les réglages sont parfaits, on va scanner le vélo pour prendre toutes les codes vraiment au millimètre près, tout ce qu'on a mis à la fin, et pour pouvoir éventuellement le remettre un peu plus tard, le modifier, enfin revenir en arrière si on a démonté son vélo, le repositionner au possible sur un autre produit. Régler un futur vélo, oui, mais on n'a pas toujours les mêmes angles, donc c'est pas toujours réalisable. On va adapter le mieux possible. Changer de vélo et conserver la même position à 100%, c'est pas toujours évident. Il y a des choses qu'il faut vraiment respecter le plus possible. C'est si on est bien sur cette selle déterminée auparavant, on la conserve. Mais il y a des choses à garder aussi, une longueur de manivelle, une pédale, une forme au niveau du cintre, des choses que idéalement il faudrait conserver en changeant de produit. Ce qui n'est pas toujours faisable, parce qu'aujourd'hui, toutes les marques ne proposent pas tout dans toutes les sauces, entre guillemets, mais on peut conserver des cotes tant que, si on peut dire, tant qu'il n'y a pas de gros changements au niveau de l'entraînement, au niveau de l'alimentation, au niveau de sa façon de rouler. Une personne qui passe de 2000 à 10 000 km, sa position change. L'inverse, c'est encore pire. Donc, quelqu'un qui faisait beaucoup de sport, beaucoup de vélo, et qui stoppe pour X ou Y raison, sa position va forcément changer. Une position n'est jamais acquise à 100% pour 20, 30 ans. Il faut le checker. Dommage. Presque dommage, ouais, exactement. Mais ça peut changer. Ouais. Yes, top. Est-ce que ça vous botte? Donc, est-ce que vous avez des questions à Benoît? Est-ce que vous connaissiez tout ça? Moi, personnellement, encore une fois, c'est vraiment des notions que je ne connaissais absolument pas. Je comprends encore plus l'intérêt une fois que, depuis que j'ai fait moi, pour moi, je vais appeler ça une vraie étude post-traumatique parce que j'en avais déjà fait. On a Antoine qui est pas présent, je pense, ce soir, mais qui nous avait mis dans un commentaire sur un des posts que j'ai fait, qu'il en a fait 2 en 2 ans et demi. La première faite à l'arrache et l'autre faite par un professionnel du coup de l'étude posturale et ça n'a rien à voir quoi. Il a traîné des douleurs au dos pendant 1 an et là finalement il se sent super bien donc vraiment encore une fois il y a un intérêt. On va pas se mentir, l'étude posturale a un coût financier mais comme tout. Alors j'ai envie de dire aujourd'hui quand on acquiert des vélos qui commencent à dépasser les 3, 4, 5, 6 000, il y en a qui achètent quand même des vélos à 10 000 euros. Je trouve ça quand même dommage de pas aller mettre, on va dire, n'importe quoi. Du coup, oui, on peut. Eric il nous demande les tarifs. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange de pas. Moi, je suis ouvert à parler de tout ça. C'est pas, on va dire, tabou. Benoît, l'étude posturale vaut combien chez Winbike? Une étude posturale, comme tu dis, c'est un budget. C'est 250 euros. Mais par rapport à tout ce que l'on a pu voir et de ton expérience, on voit que c'est mais c'est de l'amorti, si je peux dire. L'étude posturale, c'est vraiment, en schématisant, c'est vraiment comprendre comment on fonctionne pour comprendre ce que l'on va faire
par la suite sur le vélo. On a un budget qui est élevé, on prend du temps, c'est entre 2h30 et 3 heures sur le vélo. Et ce budget par rapport à tout ce que l'on va avoir par la suite, le peu de douleur, le peu de gêne, la performance, le plaisir, c'est quand même pas aussi important que d'aller... Ah non, non, mais ça, on est d'accord. Après, moi, maintenant, honnêtement, j'avais des réticences, voire des doutes avant de le faire. Aujourd'hui, j'ai aucun doute, quoi. Enfin, vraiment, je l'ai vécu et je peux vous en parler. Enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous n'avez pas vu, revisionnez la vidéo, vous aurez l'explication au départ. Mais en tout cas, voilà, ça représente, on va dire, entre 5 et 10% du prix du vélo, quoi. Donc, moi, je trouve dommage quand même d'aller aujourd'hui mettre, pour certains, 10 000 euros dans un vélo et ne pas payer une étude posturale parce qu'ils trouvent ça cher. Et ben, je trouve ça un peu aberrant, en fait. Donc, mais parce qu'on le voit beaucoup, hein. On le voit sur les forums, on le voit sur tout ça. Donc, Eric qui nous dit, ouais, c'est un tarif cohérent. Ben oui, moi, oui, Eric, c'est un tarif qui est complètement cohérent par rapport à la valeur que ça apporte, encore une fois. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, vous savez, hein, le prix dépend de la valeur que vous apportez. Et je pense vraiment que aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Il ne faut pas le voir comme une dépense. Encore une fois, c'est un investissement. Que ce soit dans du coaching, que ce soit dans des programmes d'accompagnement, que ce soit dans... Peu importe, je vous parlerai de quelque chose juste après. Ben voilà, c'est de l'investissement. Et après, chacun fait comme il le sent. Mais c'est vrai que pour le coup, on se met bien pour une paire d'années, parce que quand on achète un vélo, on ne le fait pas pour un an, généralement. Ça aussi, c'est une étude posturale. Vous gardez votre vélo des fois à 3-4 ans, vous l'amortissez sur 3-4 ans, quoi. Donc voilà. C'est dommage qu'aujourd'hui, le prix soit un facteur où on dit non, c'est trop cher, j'y vais pas. Ouais, on va quand même faire une ou deux séances d'ostéo de temps en temps parce qu'au final, on n'est pas bien sur ses cervicales, sur ses prolongateurs et on se réveille, ah putain, j'ai passé 120 bornes sur les prolongateurs, je suis pas bien. Ce qu'on aime chez Passion Triathlon, c'est prendre le problème à l'inverse. C'est ok, on va comprendre pourquoi on est arrivé dans cet état-là. Encore une fois, Maxime a toujours une phrase, si tu es là, Max, je veux bien que tu nous la partages, je l'oublie tout le temps. Mais en gros, l'idée, c'est si vous comprenez, vous guérissez. Si vous comprenez pas, c'est pas possible. Donc l'objectif, c'est la prévention, encore une fois, et vraiment dans tous les domaines, hein, c'est de comprendre ce qu'on fait et de le faire de façon cohérente pour pratiquer avec plaisir, quoi. Parce que je vous garantis, quand vous faites 100, 150 bornes et que vous avez mal et que vous en pouvez plus, vous n'avez pas du tout envie de remonter sur votre vélo. Donc voilà. Ouais, c'est exactement ça. Et puis en plus, si on peut dire, en triathlon, le vélo, c'est quand même le sport des trois où on passe le plus de temps. Tu parlais de toi-même, au triathlon, c'est une discipline que moi j'aime énormément, mais qui est très compliquée parce qu'il n'y a pas que du vélo, il y a une fatigue avant, due à la natation, et il y aura une fatigue après. Donc si on veut pouvoir finir avec la banane à la fin de la course à pied, il ne faut pas se sécher sur que du vélo. L'entraînement, c'est beau, mais la posture, la position et le plaisir est vraiment autre chose. Donc, super, super important. Non. On a Benoît qui nous dit on a Eric qui nous dit, Benoît, tu vas bientôt me voir. Très intéressé. Eric, je t'en ai déjà parlé. Ou alors, si je ne l'ai pas fait, c'est une erreur de ma part. Eric est un de nos athlètes chez Passion Triathlon en coaching individuel. Si on devait résumer, donc pour terminer ce live, après, je vous expliquerai un petit peu ce qui va en devenir et ce qu'on va pouvoir vous proposer. Je pense que ça va être très intéressant pour relancer l'entraînement, pour relancer la motivation. On a besoin de ça, vous avez besoin de soi. Il y a des coups durs qui viennent de se passer encore cette semaine dans le monde du trail ou du triathlon, avec malheureusement l'annulation encore de certaines courses. Restez juste après. Benoît, si tu peux nous résumer l'étude posturale, pour qui, pourquoi? L'étude posturale pour qui? Pour tout le monde. Pour tout le monde, le débutant, la personne qui en fait un peu, celui qui en fait énormément. Pour les hommes, pour les femmes, pour vététistes, triathlètes, cyclistes, pour tout le monde. Et pourquoi? Pour tout simplement comprendre ce qu'il faut faire, comprendre comment on va le faire et essayer d'être le mieux possible, de prendre le plus de plaisir possible, sans confort, sans plaisir. Ça ne marche pas. Et qu'on soit compétiteur du dimanche ou qu'on veuille juste faire ces 50 bornes quotidiens, c'est fait pour tous. Exactement. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour les gens qui sont présents avec nous en ce fin de live? Si vous n'avez pas de questions, je vais vous expliquer un petit peu, vous
voir si ça vous motive. Et sinon, on répond également aux questions si je les vois apparaître dans le chat en même temps. C'est une année compliquée, on le sait, on le vit tous au quotidien, c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour les athlètes, c'est difficile pour les professionnels, c'est difficile pour tout le monde. Malheureusement, beaucoup de courses ont été annulées et là, ce qui est en train de se passer, c'est que nous, personnellement, je suis passionné triathlon, on perd beaucoup d'athlètes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se motiver. Ils n'arrivent pas à voir l'intérêt de l'entraînement, c'est un investissement en temps, en argent, etc., etc. Et on a du mal à se motiver, on a du mal. Et en fait, les athlètes marchent beaucoup à l'objectif. Donc, il n'y a plus de course, il n'y a plus d'objectif. Donc, du coup, j'ai du mal à m'entraîner, je garde le plaisir, etc. On sait qu'il va y avoir une saison 2021, on sait que les courses elles vont revenir, on l'espère que ce putain de virus en tout cas il va disparaître, désolé du gros mot, mais on espère qu'on va retrouver quelque chose on va dire de différent, parce que je pense que ça sera plus comme c'était avant, je sais pas ton avis Benoît, mais en tout cas en cette période on s'est rendu compte, on a créé ces lives pendant le confinement pour créer de la relation avec les gens, pour vous apporter de la valeur, pour vous apporter des conseils. Et surtout, pour nous, ce qui est le plus important, et c'est notre slogan aujourd'hui sur toutes nos pages, c'est l'humain au cœur de la performance. La performance, on l'a dit, elle est personnelle. C'est pas forcément gagner par rapport ou faire un podium, c'est se dépasser, c'est se mettre des objectifs, c'est progresser, prendre du plaisir dans notre progression, et c'est voir les résultats petit à petit au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des mois, etc., etc. Je vous donne un exemple personnel, à force de s'entraîner, à force d'avoir un cadre d'entraînement, à force d'avoir une structure, une planification, etc. Toi, hier matin, je suis parti faire une séance que je devais faire un peu entre mode cool. Je me suis dit, je vais faire une séance longue, je vais faire 1h30. Je fais l'heure et demie, je fais 10 en course à pied. Personnellement, pour moi, c'était génial. Je fais 19,5 en 1h30. Il y a 2 ans, j'aurais été incapable de le faire. Et en fait, la progression, elle est là et du coup, ça nous fait plaisir de continuer. Et comme on le dit, l'humain et la relation, et vraiment, c'est hyper important. Cet été, il va se passer un truc important. On est en train de mettre en place quelque chose, je pense, qui va être très intéressant à partir du mois d'août et surtout à partir du mois de septembre pour que les athlètes soient motivés, pour que les athlètes gardent un objectif. On a décidé, chez Passion Triathlon, de modifier un peu ce qu'on faisait. Donc, on avait une partie coaching privé avec un coaching individuel. Vous pouvez demander à Eric qui est présent sur le live. Il fait partie de ces athlètes. Voilà. Malheureusement, il n'y a plus de droit d'objectif, mais comment ça va se passer? On sait que c'est un investissement financier, on sait que c'est difficile, du coup, on en a beaucoup qui mettent 3, 4, 5 mois un peu en stand-by et qui vont reprendre en fin d'année pour préparer l'année 2021. À partir du mois d'août, on va lancer un nouveau programme, on va dire un programme d'accompagnement, mais plus en mode groupe. Et ce qui nous intéresse, c'est encore une fois, c'est le partage. J'en discutais avec un des athlètes du programme 3.0, on va remodifier complètement le programme 3.0, que ce soit pour les trailers ou pour les triathlètes. Ces programmes, c'est des programmes en ligne avec des vidéos d'explication dans tous les domaines. Et là, on va doubler le nombre de vidéos quasiment. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les domaines du trail et du triathlon et on va vraiment créer un programme ultra complet. Vous avez pu voir, on a été certifié par Ironman il y a quelques semaines. On a suivi tout le programme de formation, un programme professionnel de formation pour être coach Ironman. Et dans tous ces modules, il y a énormément de choses qui sont hyper intéressantes et que je pense qui vont vous intéresser. On va aller piocher ces idées un peu de partout, on va vous amener notre expérience et on va vous faire progresser également. On va vous aider à comprendre la natation, le vélo, la course à pied, la prépa physique. On va vous aider également à comprendre l'analyse et l'observation de vous-même, comment vous allez pouvoir vous analyser pour pouvoir progresser, que ce soit en muscu, en étirement, dans les techniques, dans les 3 sports. L'intérêt de s'analyser, de s'observer. L'intérêt d'analyser les données de sa montre et de ses capteurs, on va arrêter d'acheter des Garmin à 750 € ou des compteurs à 1000 € pour ne pas les utiliser. C'est chouette d'avoir une trace à mettre sur Strava pour obtenir des kudos, mais si derrière vous n'analysez pas vos données, ça ne sert à rien. Je vous dis pas de passer toute votre vie sur vos données, mais à un moment donné, il y a des bases de cadence, il y a des bases de fréquence cardiaque, il y a des bases de puissance, il y a des bases d'entraînement qui peuvent multiplier par, par 20 vos performances, et votre progression et vos capacités et vos chronos. Tout ça, on va le mettre en place dans le programme. Et au-delà de tout ça, on va faire un coaching de groupe où vous aurez accès à nous tout le temps. C'est-à-dire qu'on va faire, tout le temps, on aura des questions, on va vous poser les questions, on va vous demander ce que vous voulez, on va vous créer ce que vous voulez dans le programme pour vous faire progresser au sein d'un programme ultra complet, vraiment pour vous faire progresser en trail et en triathlon longue distance. Aujourd'hui, ça n'existe pas, personne ne le fait, ça existe en coaching individuel, on le fait pour de la personnalisation de plans d'entraînement, mais pour beaucoup d'athlètes, c'est un investissement financier. On a décidé de créer quelque chose qui était hyper accessible à tout le monde,
on va dire à vie. Ça sera juste un investissement une fois. Vous aurez accès à tout, à la base de données qui va revenir aux mises à jour régulières. Et surtout, on va faire des coachings de groupe. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, on aura des lives, un peu comme on fait là, où on va répondre à vos questions, on va vous aider, on va vous coacher avec Maxime et on sera présent. Et vraiment, cet humain, cette relation, pour nous, elle est hyper importante. Et je pense que c'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va faire que vous serez motivé, vous garderez de la motivation au quotidien. On va vous apprendre également les bases de la prépa, on va vous apprendre également les bases de la planification de l'entraînement. Vous allez enfin comprendre comment vous entraîner au fur et à mesure des semaines, comment structurer vos séances, quoi mettre dans vos séances, etc. Pour ceux qui veulent créer leur programme d'entraînement et demander des conseils. Demander des conseils à nous, aux coachs, demander des conseils à la team, demander des conseils à tous les membres du groupe. Parce que vous aurez accès à un groupe et ça sera votre groupe. Ça sera vraiment quelque chose qui tout le monde va s'entraider. Et on veut des gens bienveillants et on veut des gens qui s'entraident. Et pour ça, je pense que ça va être quelque chose d'hyper motivant, d'hyper intéressant. Donc, ça sert à rien d'avoir un objectif posé, par exemple, sur le 15 août 2021 et attendre de se caler une prépa 6-7 mois avant. Non, l'objectif, c'est de comprendre, d'avancer petit à petit, de poser les questions et de progresser. Un peu comme dans votre métier, vous pourriez vous former petit à petit. Donc, si c'est un truc qui vous intéresse, lâchez des gros pouces, lâchez des gros cœurs, mettez-moi un commentaire. Je pense que ça s'entend, je suis assez emballé par le projet. Là, je vais retrouver encore plus de patates. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez le contact@passion triathlon. Envoyez un mail, laissez un commentaire. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment, vraiment faire passer un cap. Ça n'existe pas aujourd'hui. Je ne sais même pas si sur le marché américain, ça existe, un groupe comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça demandera un faible investissement. On va pas dire très, mais en tout cas, il y aura tout dedans. Donc, c'est vraiment, j'aime pas parler de formation parce qu'on n'est pas là pour se former au triathlon, mais ça serait un programme d'accompagnement vraiment en groupe pour vous permettre d'aller vraiment vous dépasser en triathlon ou en trail de longue distance, bien sûr. On va tout refaire également pour le trail. Benoît, est-ce que ça te parle un peu ce que je viens de dire? Moi, ce qui me parle surtout, c'est un mot que tu as cité, c'est le mot comprendre. Quand on comprend comment ça marche, quand on comprend ce qu'il faut faire dans tout niveau, mais encore nous, dans notre sport, triathlon ou trail, quand on comprend, on avance. Et si on fait les choses bêtement, si on fait les choses parce qu'il faut les faire, c'est une tannée, c'est pas top, et on traîne la patte. Quand on comprend ce qu'il faut faire dans le bon sens, on y met du cœur, on avance, et on avance en groupe, comme tu peux dire. Donc moi, ce que tu proposes, je trouve ça vraiment top. Avancer ensemble, on avance moins vite, mais on est plus fort. Donc ouais, clairement, un gros pouce bleu pour ça, ouais. Un gros pouce. Bon, c'est génial. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, c'est vraiment quelque chose là. On vous tient au courant dans le mois qui arrive. On va préparer une masterclass en ligne également pour vous donner les erreurs qu'on fait pendant la prépa, pour vous donner les astuces, pour vous dire justement tout ce qu'on doit pas faire et tout ce qu'on doit faire justement pour pouvoir vous accompagner au mieux. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais voir passer des gros pouces, des gros cœurs. Donc, n'hésitez pas. On sait qu'on a des programmes financièrement qui sont pas accessibles à tout le monde, qui sont ultra personnalisés. Vous avez vu ce matin, je fais partie de ce programme. On est les premiers à le faire avec Maxime. Ce matin, c'était analyse sanguine. La semaine dernière, j'ai envoyé d'une analyse sanguine dans un laboratoire spécialisé pour aller tester toutes les allergies alimentaires. Donc voilà, j'ai fait le choix de le faire parce que je veux optimiser cette partie-là. Déjà pour mon bien-être au quotidien, pas uniquement pour la performance, pour la récupération, pour le sommeil, pour la fatigue. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et je vous parle pas d'augmenter ma vitesse, ma VMA ou ma vitesse ou ma puissance. C'est déjà pour mon confort personnel et pour me sentir bien et efficace pendant les séances. Et comme tu l'as dit, comprendre, encore une fois, on a trop de gens qui nous posent des questions. Et toi, on l'a vu avec Maxime sur les parties personnalisées, on nous pose beaucoup de questions. Ça veut dire que les athlètes ne comprennent pas pourquoi ils font tel ou tel type d'entraînement. Donc du coup, je pense que c'est hyper important et ça va amener du sens dans tout ça en tout cas. Les amis, si vous n'avez pas de questions, on va en rester là. Ça fait plus d'une heure qu'on est avec vous encore ce soir. Dans notre live de la prochaine fois, on va parler trail. Donc, c'est vraiment voilà, pour les trailers cette fois-ci. On en donne à tout le monde. C'est difficile de trouver du monde. Vous imaginez pas le taf en amont pour trouver des intervenants, pour trouver des gens motivés qui veulent bien accepter de venir. Donc, du coup, on a un petit peu réduit la fréquence des lives, désolé. Là, on va en faire un tous les 15 jours. On va essayer de s'y maintenir. Et voilà, normalement, dans 15 jours, on aura quelqu'un spécifique sur le trail avec une grosse communauté qui va nous partager justement sa passion du trail et de l'entraînement.
Benoît, encore merci pour toutes ces indications. Si vous avez encore des questions, je vous remets Winbike, Jacou. Vous n'hésitez pas, vous leur dites que vous venez Passion Triathlon. Vous avez vu ce live, vous venez de notre part. Ils se feront un plaisir de vous accueillir. Vous êtes encadré par une équipe de professionnels du conseil à l'analyse posturale, à la mécanique. C'est hyper, hyper important. On vous vendra pas une merguez chinoise pour vous la vendre, vraiment. Non, mais ça, c'est un truc que je ne veux plus. On ne vous vendra pas n'importe quoi. Et si on ne doit rien vous vendre, ils ne vous vendront rien. Donc, allez-y, prenez des conseils. Benoît est vraiment top. Si vous voulez un conseil sur la selle, ils vous la fait essayer. Ils vous l'installent. Vous partez rouler plusieurs fois, vous la ramenez et vous en essayez jusqu'à trouver la bonne. Peu de monde le font. Donc ça, c'est hyper important, quoi. Et vous arrêtez de faire chier les copains en leur piquant le sel. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. J'espère que l'émission vous a plu. Vous retrouvez tout dans la description. Sur YouTube, vous aurez tous les liens dans la description également. Sur Facebook, vous retrouvez le replay dans les vidéos de la chaîne Passion Triathlon. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Je vous dis à très bientôt. Ravi d'avoir retrouvé ces lives. J'adore ça. Vraiment, ça met du baume au cœur en cette fin de journée. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça se ressent. À bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Bye bye. Ciao tout le monde.